Un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois sur Média TV dans On se dit tout. Et dans un petit moment, nous allons parler positivité. Mais pour l'heure, ce que je vous propose, c'est de savoir ou d'être mis à jour par rapport à la médecine esthétique. Où en est-on exactement ? Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui est demandé ? Qu'est-ce qui marche moins bien ? On en parle tout de suite avec vous, docteur Ali Bouchama. Comment ça va, docteur ? Très bien. Vous êtes chirurgien esthétique sur Rabat. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, le plaisir est partagé. C'est toujours un honneur pour moi d'être parmi vous. Merci infiniment, docteur. Alors, nous allons parler de différentes techniques avec vous, et notamment, en fait, de ce qui est assez tendance actuellement, c'est ces nouvelles techniques de lifting non invasif, non chirurgical. Vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous pratiquez et surtout, est-ce que vous y croyez ? Alors, il faut à chaque fois prendre la part des choses et savoir les bonnes indications. Parce qu'on ne peut pas, chez quelqu'un qui a un relâchement très important, lui indiquer, on va dire, la radiofréquence ou bien le laser pour le raffermissement de la peau. Donc, il faut poser la bonne indication pour, premièrement, ne pas avoir une déception de la part du patient et ne pas créer de complications. Parce que des fois, à force de vouloir tenter des choses qui ne sont pas appropriées, on peut créer des dégâts. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la part des choses. Alors, déjà... Est-ce que c'est par âge aussi ? C'est-à-dire, c'est par âge, voilà. C'est par degré de relâchement. Alors, on va dire chez 30-40 ans, on peut se permettre des alternatives à la chirurgie, ou plutôt au lifting. On peut utiliser, par exemple, le lipofilling, c'est-à-dire l'injection de sa propre graisse, qui est extrêmement tendance. Surtout que dans notre graisse, on a des cellules souches qui amélioreront la qualité de la peau. Donc, pour les gens qui ont des cicatrices d'acné, etc., c'est extrêmement intéressant. Ça fait mal ? Non, on fait ça avec une anesthésie locale. Quand même. D'accord, des fois avec une petite sédation, donc pour encore plus de confort. Et c'est quelque chose qu'on fait en ambulatoire, c'est-à-dire la patiente ou le patient quitte la clinique le jour même. Alors maintenant, tout avec une reprise des activités, combien de temps après ? Oui, justement, l'exclusion sociale, elle est très brève, surtout en termes d'injection, même de graisse. C'est comme une injection d'acide hyaluronique, le filler, sauf que c'est de la graisse. Donc c'est quand même assez pratique. Sauf que l'avantage, par exemple, pour la graisse, ça dure beaucoup plus longtemps. Ça peut durer jusqu'à 10 ans. Et en termes d'effet, c'est beaucoup plus naturel. Sous notre peau, on a de la graisse. Mais avec l'âge, cette graisse soit va se déplacer, soit va s'atrophier, c'est-à-dire disparaître. C'est les creux qui apparaissent, etc. Alors, c'est vrai que certaines patientes viennent vous voir et dire « Moi, ça y est, je n'en peux plus de revenir tous les ans, faire des injections, etc. J'aimerais quelque chose de plus durable. » Donc, ça devient extrêmement intéressant. Une autre indication parfaite, c'est les grands sportifs. Si vous voyez par exemple les coureurs de marathon ou les tennisman, ils ont tous le visage sec parce qu'ils ont consommé même la graisse Alors, l'injection, si on récolte quelques cc de graisse au niveau des genoux par exemple, on peut leur redonner un visage d'apparence naturelle, très important le côté naturel. Et je pense que la tendance aujourd'hui, bon, il y a deux extrêmes. Il y a vraiment on va dire une minorité qui va vers, on va dire, les visages surchargés. Particulièrement, je ne recommande pas ça parce qu'il y a des conséquences. Il y a des regrets, il y a des choses qui déforment le visage. Et surtout, on va dire une grande majorité recherche un effet naturel. Donc, effectivement, on peut faire ça avec l'acide hyaluronique, mais on le répète souvent, ou avec la graisse. Par exemple, pour les cernes, quand on a des cernes très marquées, très profondes, l'acide hyaluronique ne donne pas de bons résultats. Il va nous donner des espèces de boules bleues qu'on voit, qu'on devine, qui vont rester, qui sont assez flagrantes, alors qu'avec notre propre graisse, on a un effet beaucoup plus naturel. Et donc, ça devient une indication préférable par rapport Et tout se fait rapidement parce que, par exemple, vous dites on prélève de la graisse au niveau des genoux. Et donc, tout se fait en combien de temps, en fait, toute l'opération ? Un lipofilling dure 40 minutes. D'accord. Entre le prélèvement, l'injection… Oui, l'injection, c'est assez une demi-heure, 40 minutes. Il faut prendre son temps, bien sûr, de le faire délicatement sur le visage, en respectant la symétrie, etc. Mais c'est quelque chose de vraiment qui est devenu très, très fréquent. Alors, toutes ces nouvelles machines, on ne va pas citer de nom, qui utilisent soit la radiofréquence, soit l'hélium couplé à la radiofréquence, soit des sondes de laser. En fait, ce qui se passe, c'est que ce monde de la chirurgie esthétique attire énormément d'industriels qui veulent gagner une part, on va dire, du marché en inventant à chaque fois des machines. Malheureusement, certaines machines qui étaient extrêmement populaires il y a quelques années le sont beaucoup moins, ce qui prouve que
les résultats à moyen terme sont très moyens, très, on va dire, limités peut-être. Très limités. Donc, apprendre avec beaucoup de précautions et surtout ne pas promettre la lune à ces patientes qui viennent avec une espérance, qui désirent un résultat réel. Malheureusement, je reçois très souvent des patientes qui ont essayé ces machines, on leur a promis 1 an, 2 ans. Alors, quand elles viennent en consultation, on me dit voilà, au bout d'une semaine, je ne voyais pas d'effet. Au début, il y a une sensation de chaleur, ça fait mal, etc. Mais au bout de quelques temps, je ne vois plus d'effet. Donc, il y a eu plusieurs générations et ça continue, ça continue. Alors, on peut on va dire, les utiliser, mais vraiment pour un relâchement très minime. Ça va nous donner une sensation de fermeté au niveau de la peau. Mais attention, ce n'est pas une alternative à un mini-lifting, par exemple, ou un lifting. Quelqu'un qui a un relâchement effectif, c'est-à-dire réel, on est obligé de remettre les muscles à leur place, la peau à sa place pour avoir un véritable résultat. Donc ne pas promettre le résultat du lifting avec ces alternatives-là, ça serait une erreur. Alors aujourd'hui, par rapport à la consommation de chirurgie, de médecine esthétique, il y a suffisamment de recul. Et puis les spécialistes, enfin, on va dire c'est devenu une pratique quotidienne. Ah oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est suffisamment fiable et qu'est-ce qui finalement, comme on vient de l'expliquer avec ces machines qui changent, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est réussi? Alors, par exemple, je prends le cas du Botox et de l'acide hyaluronique. Ce sont les produits les plus utilisés dans le monde. On a des millions d'applications, on a un recul de plus de 20 ans. Donc, c'est vraiment des produits qu'on utilise avec beaucoup de sécurité et de confiance. Donc, maintenant, ces nouvelles machines viennent d'apparaître, certaines il y a quelques mois, d'autres 1 an ou 2 ans. Et vous voyez bien que tout de suite après, il y aura une nouvelle machine qui va venir remplacer. Quand vous voyez on va dire, cette succession de nouvelles machines soi-disant révolutionnaires, il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. D'accord ? Vous allez dans des pays comme le Brésil où la chirurgie esthétique est le plus pratiquée dans le monde. À Rio de Janeiro, c'est une intervention chaque 2 minutes, juste pour vous dire un peu le volume que ça a. Vous faites le tour des chirurgiens pour leur demander par exemple des fils tenseurs. Très rare, c'est très rare qu'on vous fasse ça, qu'on accepte de le faire parce qu'ils savent très bien que ça ne dure pas 2 ans, comme promet le fabricant du fil tenseur, que ça ne dure pas 1 an, comme le promet le maillage avec plusieurs fils, etc. C'est vraiment quelque chose... Il y a un risque de rejet aussi parfois. Il y a un risque surtout d'asymétrie. Combien de patientes on a dû opérer pour enlever ces fils coupés parce qu'elles ont une déformation du visage, un côté plus tiré que l'autre, et surtout on les a utilisés chez quelqu'un qui a 50 ans, qui a peur du lifting, mais qui veut quand même un résultat de lifting, du coup se retrouve avec une déception et surtout avec de la fibrose sous la peau, etc. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut se dire que, je ne sais pas, après des accouchements, quand on a un relâchement au niveau du ventre, on est obligé d'enlever, si on veut enlever cet relâchement, c'est limite du bon sens. Ouais. Maintenant, si on a un relâchement important au niveau du cou, on est obligé d'aller enlever ce relâchement, même si on utilise la lipo, le laser, etc., ça va des fois aggraver la situation. C'est possible? Bien sûr, c'est possible. Vous avez un double menton, vous le videz de la graisse, vous mettez une énergie, quelle que soit cette énergie laser, etc. Si ce relâchement, si ce double menton est important, en ayant vidé la graisse, on a un excès encore plus important. On a une espèce de peau de dindon. Et là, c'est, on va dire, beaucoup moins esthétique que la situation initiale. Donc, on est obligé d'aller un peu sauver la situation en faisant un lifting réel, chose qui était indiquée dès le début. Donc, oui, pour vraiment une tranche d'âge, un relâchement minime. Attention, on peut avoir 30 ans, 40 ans et avoir un relâchement très important, surtout en cas de perte de poids massive, on a un relâchement qui est important. Donc, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de précautions. Ne pas tomber dans, on va dire... Mais les gens ont peur du lifting. Pourquoi? Est-ce que, en fait, les gens ont souvent peur de l'effet figé du lifting. C'est exactement ça. C'est exactement le point important dans le lifting. Beaucoup de gens ont peur de cette espèce de coup, de corde tirée, etc. Mais quand on les rassure, quand on leur montre que c'est possible d'avoir un lifting en ayant une apparence parfaitement normale, c'est juste un retour en arrière. Je dis souvent que la chirurgie du lifting un rajeunissement, ce n'est pas une transformation.
On reprend le visage d'avant, on ne change pas les caractéristiques du visage. Ça, c'est très important. Quand ils comprennent que c'est possible, quand ils voient des cas, etc., et bien sûr, un très grand nombre est convaincu. J'ai été le premier... Pardon, docteur, je me permets de vous poser une dernière question parce qu'on est bientôt arrivé à la fin de l'émission. Mais est-ce qu'il faut arrêter un âge, Je vous donne un exemple. On va prendre une femme ou un homme de 70 ou 80 ans qui veut avoir un lifting. Mais à côté, il y a d'autres parties du corps. Enfin, il y a les mains, il y a le cou, il y a d'autres parties qui vont trahir, en fait, cette jeunesse retrouvée. C'est au bout d'un moment que ça devient presque... Je ne veux pas utiliser le terme ridicule parce que c'est un jugement de valeur, mais c'est incohérent, on va dire. Écoutez, c'est pour ça que c'est très important de comprendre que la beauté est quelque chose de très relatif, personnel. Vous ne pouvez pas, quand vous recevez une patiente ou un patient, vous lui dire vous devez refaire vos mains, votre visage, votre corps. Cohérent. Non, vous l'écoutez. Il y a des gens qui sont très satisfaits avec leurs mains, mais quand ils se regardent devant le miroir, ou bien j'ai une patiente qui est grand-mère qui m'a dit moi j'aimerais regarder mes petits-enfants et qu'ils n'aient pas peur. C'est un peu touchant, mais en même temps ça veut dire que on veut juste, des fois, avoir retrouvé un visage, un peu plus rajeuni, et ça se comprend, on n'est pas obligé d'être parfait, ça n'existe pas la perfection, c'est relatif à la culture de chacun, à la religion, à plusieurs facteurs génétiques. Bien sûr. Donc vraiment, c'est du sur-mesure, il faut les écouter, il faut écouter leurs besoins. Bien sûr, il y a des gens qui sont un peu dans l'obsession, surtout ne pas les opérer, ne pas les toucher, parce que ça devient un problème psychologique. Ça, c'est le challenge en chirurgie esthétique, savoir orienter les gens vers d'autres spécialistes, plutôt en santé mentale, et dire stop, et dire non, c'est pas possible, votre demande est extravagante, la chirurgie esthétique n'est pas faite pour vous. Par contre, il y a des demandes très cohérentes et on voit ça tous les jours. Je vous dis, des fois, c'est la grand-mère, la fille et la petite fille. Merci infiniment, Dr Ali Bouchama. Merci à vous. de nous avoir rappelé un petit peu les principes et de démystifier aussi un petit peu cette spécialité qui parfois qui fait un peu peur. Voilà. Bon. Ouais. Merci à vous. Merci infiniment. D'ailleurs, justement, on reste ensemble parce que dans un petit moment, je retrouve Ibtissam Benjelloun, elle est psychologue. Avec elle, comment porter un regard positif sur tout ce qui ne va pas forcément ses rides, mais de façon générale, sur ses émotions ou autres. On en parle tout de suite, restez avec nous. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore ce sujet et ce genre de sujet positif, justement. Comment porter un regard positif sur tout ce qui a pu être négatif dans sa vie. C'est tout de suite et c'est avec vous, Ibtissam Benjelloun. Comment ça va, Ibtissam? Ça va très bien. Un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Alors justement, un sujet, en fait, on en a besoin de retrouver un petit peu de positivité pendant cette période. Porter un regard positif sur ce qui va mal dans sa vie, dans ses émotions, dans son histoire. Comment changer de spectre? Comment changer de lunettes? Justement, j'aime bien dire ça. On peut changer de lunettes quand on part du principe qu'un événement, même négatif, une pensée négative, si elle est là, c'est qu'elle a un objectif. Elle est là pour quelque chose. Donc, il faut pouvoir se dire, c'est là, au lieu de rester dans la position de victime qui subit, qui va se plaindre. On se dit, tiens, et si elle était là pour m'apprendre quelque chose de moi? Et si je m'en servais pour grandir, pour évoluer, comme une espèce de trampoline qui fait que tu vas t'en servir pour encore plus évoluer. Alors le comment, c'est se dire, mais pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient dire sur moi? Quel est le sens de ces pensées-là? Et quand tu te poses ce genre de questions, tu sors de la position de passivité et tu deviens actrice de tes émotions et des événements qui t'entourent. Est-ce que c'est évident de trouver la réponse? Quand, par exemple, justement, une colère, une tristesse, une peur, une angoisse, déjà y faire face, c'est compliqué. Et ensuite, essayer de décoder alors qu'on est plongé dans cette sensation, dans cette émotion négative, est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est facile? Alors, si on dit qu'il faut tout de suite passer à autre chose, oui, évidemment que ce n'est pas facile et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Okay. En fait, la première étape, c'est qu'il faut se dire, attends, je vais accueillir. Okay. J'accueille tout ce qui vient.
négatifs, positifs. Juste, j'accueille les émotions. Mais une fois que je les ai, j'essaie de les comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et quand tu te poses ces questions sur qu'est-ce que tu ressens, étape par étape, ben, en fait, tu te rends compte que les émotions, en fait, elles descendent. Plus tu vas les comprendre, plus elles descendent de palier. Et une fois que ça descend, que tu les as accueillis, que tu leur as donné la place, tu ne les as pas refoulées, tu n'as pas fait en sorte qu'elles n'existent pas et tu n'as pas voulu les évincer, là, elles prennent leur place. Et avec le temps, un petit peu de temps, et ben à ce moment-là, tu peux changer de lunettes et de regard. Et là, ça devient quelque chose qui est là pour te dire quelque chose de toi. Ok, on prend un exemple. On va aller jusqu'à l'exemple le plus tragique, qui est la mort, par exemple. Ok. Tu me regardes comme ça. À l'extrême. Ben oui, parce que okay. voilà, comme ça on va démystifier. Ok. La mort, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Ça vient, ça arrive et ça nous tombe dessus. C'est vrai que c'est un événement qui vient nous faire super mal, mais justement, la manière dont on va vivre ce deuil, la séparation qu'elle nous oblige à faire, le changement que ça nous procure, parce que se séparer de cette personne, c'est voir sa vie autrement, c'est commencer à la voir d'une autre manière, c'est accepter que je comptais sur cette personne, elle m'a apporté ça, maintenant il faut que je compte sur moi et c'est à moi de faire, ou bien je vais trouver d'autres personnes comme des piliers. Et c'est là où tu te rends compte, par exemple, que je pensais que cette personne était tout pour moi et du coup, ça me fragilisait parce que c'est ça la pensée positive, c'est l'état dans lequel ça me met, je pensais qu'elle était tout pour moi. Et au final, maintenant qu'elle n'est plus là, je me rends compte que j'ai des aptitudes. Je me rends compte que j'ai des ressources en moi, j'ai des outils que je ne soupçonnais même pas. Et c'est cette mort-là qui, grâce à cette mort, tu vois, je dis grâce à cette mort, je commence à comprendre que j'ai des outils, j'ai des moyens de faire face aux difficultés. Alors, mais le manque de la personne dans tout ça, parce que le départ d'une personne, c'est aussi le manque de cette personne, le besoin de la voir, de la toucher, un parent, un proche, de l'embrasser, enfin voilà. Ça, par contre, je veux dire, on reste vulnérable par rapport à ce sentiment. Alors, le manque de la personne, c'est ce qu'on appelle, tu vois, c'est le deuil. Le deuil. On fait le deuil le jour où on comprend ce que cette personne m'a apporté et on va le chercher dans une forme d'ailleurs. Évidemment, la personne, tu ne la remplaces jamais. Bien sûr. Mais tu vas chercher ce que cette personne t'a apporté comme force, comme énergie, dans d'autres choses. Et à ce moment-là, tu ne l'oublies pas, mais tu as rempli ce vide qu'elle a laissé avec une autre manière, d'une autre forme. Et à ce moment-là, tu te rends compte que tu peux faire sans ce que cette personne pouvait t'apporter. Ce n'est pas exactement la même chose, mais en fait, on s'adapte. Et c'est cette capacité d'adaptation, quand la personne voit qu'elle a cette capacité d'adaptation, qu'elle peut rebondir, du coup, ça lui apprend que, en fait, elle est beaucoup plus forte qu'elle ne pensait. En fait, elle pensait que sans cette personne, elle serait rien, et en fait, pas du tout, elle est. Et peut-être même qu'elle est plus grande. C'est pour ça, tu vois, la séparation, c'est toujours difficile. Mais à partir du moment où tu travailles le lien d'attachement et tu sors de ce qui est quelque chose de l'ordre de la dépendance affective et tu rentres dans une forme d'attachement sécurisant, la sécurité que t'apportait la personne que tu aimais, qui est partie, en fait, tu l'intègres à l'intérieur de toi. Elle est en toi. Donc, tu n'as plus besoin de la présence de la personne physique puisque tu vas apprendre à avancer avec elle dans ton cœur, à l'intérieur de toi et avec tout ce qu'elle te donnait comme énergie. Mais maintenant, ce n'est plus elle qui te le donne, c'est maintenant toi qui te le donne. Et c'est cette capacité à le voir, à analyser que finalement, tiens, c'est moi qui me l'apporte au final. Ce n'est pas l'autre qui me l'apporte, c'est moi. Et en réalité, souvent, on se rend compte que c'est nous qui avons les outils. On pense que c'est les autres qui nous les donnent, mais en fait, on les a nous. Alors, il y a aussi un autre cas de figure que beaucoup vivent actuellement, c'est avec cette période de Covid, c'est la crainte de perdre un proche, un parent, un proche. Et beaucoup de personnes me parlent justement de cette peur de perdre leurs parents. Je pense qu'on peut, on peut transposer ça à notre thématique d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment décrypter cette peur et comment la transformer en quelque chose de positif. En fait, on y a un petit peu répondu à l'instant, c'est-à-dire que j'ai peur de, c'est-à-dire j'ai peur de perdre ce qui
je pense, est capital à ma survie. Évidemment, personne n'a envie de perdre une personne proche, c'est clair. Mais ce qu'on a vécu avec le Covid et ce qu'on continue à vivre, il y a des personnes qui ont perdu plusieurs personnes à la fois et ils pensaient que jamais ils survivraient à ça. Ben, ça leur a appris justement que même l'événement le plus tragique, et ben même avec ça, on relève la tête, on a les capacités de rebondir, tu vois. Donc, rien n'est on peut pas, rien n'est grave, enfin si tout, c'est grave la mort, mais on peut rebondir, on peut y rien arriver. N'est définitif. Rien n'est définitif, on peut toujours aller chercher le mieux de soi, même dans des événements comme ça. Donc, ce que nous a appris, justement, si je peux rebondir sur ta question du Covid, et c'est ça la lecture positive du négatif, c'est que ce Covid, que tout le monde dépeint comme un truc terrible, c'est vrai que c'est terrible, mais qu'est-ce que ça nous a appris de positif quand même? Ça nous a appris énormément de choses. Il n'y a qu'à voir nos enfants. Est-ce qu'on pensait une seconde qu'ils auraient cette capacité de résilience, cette patience, cette écoute des autres? Ça les a rendus extrêmement à l'écoute des autres, empathiques, bienveillants, patients. Tout ça, on ne le soupçonnait pas chez nos enfants. Donc, la lecture positive du négatif, c'est que grâce à ce Covid, ben, ça nous a fait grandir, ça a fait grandir nos enfants. Nos enfants ne vont pas grandir comme les enfants d'il y a 15-20 ans. Ils ne grandissent pas comme nous. Nous, on a grandi autrement. On était enfants il y a 15-20 ans. Oui, ben oui. Laisse-nous y croire. Voilà, absolument. C'est pour ça que j'ai rebondi sur ça. Alors, je fais une émission sur Médien Radio, Femmes d'aujourd'hui. Et dans cet échange avec beaucoup de femmes, on parle notamment de divorce, de nouvelles vies, etc. Alors, comment certaines ont réussi à dépasser, mais d'autres restent bloquées, n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Elles gardent une forme de peur, elles gardent une forme de lien intense avec cette phase de leur vie. Comment on peut faire une lecture positive d'un divorce? Spéciale femme d'aujourd'hui. Eh bien, comment on peut faire? Alors, le divorce, après, tout dépend de pourquoi la personne divorce. Est-ce qu'elle l'a subi? Est-ce qu'elle l'a voulu? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un non-choix? Il y a plusieurs situations différentes. Donc, je ne peux pas répondre de manière générale pour tous ces cas-là. Okay. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand on est face à un divorce, on a l'impression que le monde s'écroule, pour beaucoup. Mais au final, avec la séparation, eh ben, on se sépare de tout ce qui a pu être toxique avec l'autre. Et on pensait, beaucoup de femmes que je reçois moi aussi au cabinet pensent qu'elles ne peuvent pas divorcer parce que comment elles vont faire si? Et ben, le fait d'y être, elles se rendent compte que en fait, ce n'est pas si infaisable. Elles y sont arrivées. Oui, financièrement, c'est plus difficile. Oui, en termes d'énergie, en tant que parent, il faut qu'elles s'occupent beaucoup plus. Mais avec de l'organisation, avec de la souplesse, de la légèreté, on arrive à développer d'autres capacités qu'on ne soupçonnait pas. Et tant que tu restes dans une forme de dépendance vis-à-vis de quelqu'un, de peur ou de victimisation, tu vois, ces femmes-là dont tu parlais, c'est des femmes qui étaient dans une forme de victimisation. Donc, qui dit victime d'une situation, victime du mari qu'on dépeint comme un bourreau, par exemple, eh ben, on est dans un truc de « c'est pas de ma faute ». Je vis mal, je ne suis pas heureuse, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause d'eux. Mais le jour où il y a un divorce, pour t'en sortir, tu dois sortir de la position de victime qui se plaint et qui va chercher le coupable chez l'autre, parce que victime, je ne suis pas responsable, c'est l'autre, ce n'est pas moi. Moi, je ne peux rien changer. Alors là, tu sors de la plainte et là, tu deviens actrice. Et tu te dis, je n'ai pas le choix de toutes les manières. Il faut que je m'en sorte. Et ça, c'est du positif. Et là, on sort de la passivité et on est actrice. C'est nous qui avons notre vie en main. On fait ce qu'on veut avec les moyens qu'on a. Et là, on se rend compte qu'on développe, mais alors des outils qu'on ne soupçonnait absolument pas. Parce que la vie nous impose ça. Et c'est quand tu es livré à toi, devant ton miroir, et que tu as plus le choix, que là, on se rend compte qu'en fait, on est beaucoup plus armé qu'on le pense. Et c'est ça que moi j'appelle transformer un événement négatif en positif.
Ibtissam Jloun, merci infiniment d'avoir apporté beaucoup de positivité sur le plateau d'On se dit tout d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous venez de nous rejoindre et que vous avez manqué le début de cette émission, allez sur notre site mediantv.com. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir.